Bon, c'est un petit peu le bordel, on parle de guerre entre les États-Unis et l'Iran, et puis finalement, on apprend que l'Iran était finalement complice avec Donald Trump et qu'elle ne souhaite pas la guerre avec les États-Unis. On a des missiles qui ont été envoyés du coup sur une base américaine qui est située au Qatar, donc forcément directement les marchés ont commencé à paniquer. Sur la vidéo, tu peux voir que les missiles ils se font intercepter, et c'est ce qu'on a appris. Au final, sur 14 missiles, il y en a seulement un qui n'a pas été intercepté, et il est tombé sur un endroit où il n'y avait pas de risque que pour la population, ou alors pour des installations militaire américaine. Mais ce qui était un peu curieux, c'était que le gouvernement iranien avait annoncé sur les journaux télévisés et aussi du coup sur des réseaux sociaux que l'Iran allait bombarder une base militaire américaine juste avant de bombarder. Donc c'était un peu bizarre, toi. Genre l'effet de surprise il est où quoi, genre, ça n'a pas de sens. Bref, quelques heures après, on a Donald Trump qui a pris la parole sur Truth Social, donc son réseau social, et il a annoncé que l'Iran avait officiellement réagi à la destruction de ses installations nucléaires par une réponse très faible à laquelle nous nous attendions et a riposté avec une grande efficacité. Sur 14 missiles, donc voilà, il y en a 13 qui ont été abattus et un qui a été libéré entre guillemets. Donc il est heureux d'annoncer qu'aucun Américain n'a été blessé. Et dans un second temps, il espère que maintenant, il n'y aura plus de haine. Il tient à remercier l'Iran d'avoir prévenu Donald Trump et l'Amérique un petit peu plus tôt pour leur permettre du coup d'éviter des pertes humaines et des pertes de matériel. Il semblerait aussi que les Américains avaient été prévus un petit peu plus en avance et que forcément, ils avaient même pu déplacer du matériel militaire. Mais c'est vraiment à se taper la tête contre le micro. Et regarde, c'est même la Maison Blanche qui l'a partagé. Les États-Unis ont évacué tout le matériel militaire du Qatar il y a une semaine. L'Iran a attaqué une base complètement vide. Parallèlement, une vidéo diffusée par les médias états iraniens après la frappe au Qatar a émergé en ligne. Et donc finalement, guerre, pas guerre, re-guerre, encore guerre, tarif douanier, pas tarif douanier. Tout ça, bon écoute, on sait pas où donner de la tête. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai que 14 missiles, c'est pas gros. Et s'ils avaient vraiment voulu faire mal aux États-Unis, eh bien, ils n'auraient pas prévu Donald Trump, ils l'auraient pas annoncé sur les réseaux sociaux ou alors sur les journaux télévisés. Et dans un second temps, tu peux te dire que 14 missiles, c'est vraiment maigre, quoi. C'est vraiment maigre. Pour une pauvre base militaire, quand même, ils auraient pu mettre un peu plus les moyens si vraiment ils étaient déterminés. Et ça n'a pas été le cas. Enfin bref, au final, Donald Trump est convaincu qu'il va avoir la paix. Il a posté un tweet où il a dit « Congratulations world », donc bravo à tout le monde, c'est l'heure de la paix. It's time for peace. Non mais ce mec, mais vraiment, mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, déjà, il est vraiment très malin, mais il a un culot, quoi. Il envoie des missiles à l'autre bout du monde, tranquillou bilou, et puis ensuite il t'annonce que c'est l'heure de la paix. Ce que tu as sous les yeux, c'est la charte du pétrole, et c'est du grand n'importe quoi. Pourquoi ? On avait le pétrole qui a augmenté avec les tensions entre l'Iran et les États-Unis, suite à quoi il se passait pas grand-chose, et donc la charte du pétrole elle a commencé à se calmer un petit peu. Boum, directement Donald Trump, il bombarde 3 installations nucléaires en Iran, donc forcément le pétrole y remonte, on fait un gap CME, etc. Le gouvernement iranien envoie des missiles sur une base militaire américaine et directement, boum, on marque le top. Le pétrole se met à cracher et on perd littéralement 15%. Et regarde-moi ça, vraiment avec un momentum de taré. Là, t'es à l'échelle daily, on est repassé sur les 50 sur le RSI. C'est n'importe quoi. Et tu vois, on va aller parler du Bitcoin juste après, notamment aussi de 2-3 chartes intéressantes. Mais là, le VIX, qui représente finalement l'indice de volatilité, l'indice d'incertitude, lorsqu'il y a une pandémie, une guerre, un truc qui va pas bien dans le monde, cet indice, il augmente, parce que les gens, ils se font caca culotte. Bon, comme tu peux le voir avec les tarifs douaniers, on était monté aux alentours des 60. Ok. Là, ces derniers jours, comme je vous l'ai dit hier, ce qui était vraiment curieux, c'est que malgré toutes les menaces qu'on commençait à avoir, on parlait de guerre mondiale, on voit la Russie qui commence à se prendre la tête un peu avec Donald Trump. Bon, c'était vraiment pas ouf, tu vois. Mais le VIX, il ne montait pas. On n'a pas dépassé les 25. Et donc, on n'a pas atteint des niveaux où vraiment les investisseurs étaient dans un état de panique. Et ça, c'est vraiment hyper marquant parce que, regarde, on n'a pas dépassé les 25 et directement, on a corrigé. Et donc, il semblerait bel et bien que finalement, les gros acteurs du marché, les grosses institutions avaient plus ou moins pricé ça. Et c'est vraiment curieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que si tu regardes le Bitcoin, tu peux voir que à la minute près, on a marqué le bottom lorsque les missiles ont été lancés. Lorsque les missiles iraniens ont été lancés, on a marqué le bottom sur le Bitcoin, qui est plutôt représentatif pour nous, mais sur les marchés américains, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est vraiment curieux dans un sens, ou alors plus ou moins logique, manipulation, bref. Chacun voit midi à sa porte, mais bon, dans tous les cas, le Bitcoin a fait 2 rebonds, tranquillou bilou, il s'est fait un beau petit W, et là, il commence à reprendre un peu de force. Il est toujours à l'intérieur de notre espèce
tu vois, de canal baissier avec une grosse jambe haussière qui nous amène à l'intérieur. Avec tout le climat actuel, il est vraiment difficile de se faire un avis, mais ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, bon, maintenant le marché il évolue. On aimerait à penser que finalement la réponse de l'Iran, la haine qu'ils peuvent avoir contre les États-Unis, ben ça fait écho au conflit qui s'était déroulé dans le passé où Trump en 2023, à propos des représailles de l'Iran après la mort de Soleimani, avait dit les Iraniens nous ont appelés et ont dit écoutez, on n'a pas le choix, on doit vous frapper, c'est notre honneur, c'est notre dignité. Et j'ai compris ça, on les a frappés, ils doivent réagir d'une manière ou d'une autre. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, on va lancer 18 missiles sur votre base militaire, mais aucun ne touchera réellement à la base. Donc bon, tu sais pas quoi penser, donc pour l'instant il semblerait que voilà, ça va se calmer, mais bon, c'est vraiment les montagnes russes avec ce bonhomme, mais voilà, on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais tranquille, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ensuite, un point plutôt intéressant que j'ai envie de te partager, c'est l'USDT dominance. Pourquoi l'USDT dominance? Parce que comme tu peux le voir actuellement, boum, on est toujours à l'intérieur de notre espèce de canal haussier, avec une jambe baissière qui t'amène à l'intérieur de celui-ci, et tu vois, avec les tensions, avec les menaces de l'Iran, patin, coup fin, on a forcément l'USDT dominance qui est sorti de ce canal haussier. Et là, c'était vraiment pas bullish, c'était pas beau à voir. C'était vraiment pas beau à voir. Sauf que, avec les missiles qui ont été lancés, à la minute près, hop, on a eu un top qui a été marqué. On a réintégré ce canal haussier et on est même en train de venir break cette résistance puissante, tu vois, qu'on a laissée derrière nous entre les 5% et les grosso modo 4,96% là. On est en train de la break. On est en train de la break et on est en train de réintégrer ce canal. Et ça, c'est plutôt encourageant. Donc, ce qu'on aimerait voir pour avoir un scénario bullish sur le Bitcoin et la crypto-monnaie, dans un premier temps, tu vois, peut-être une distribution et après une expansion si on est chanceux, c'est d'avoir un espèce de canal haussier de la sorte où, tu vois, tu aurais une petite jambe baissière qui t'amènerait dans un petit canal et qui ensuite te ferait sortir et déboucher vers la borne inférieure de ce gros canal jaune pour continuer enfin une tendance baissière sur l'USDT dominance. Parce que tu le sais, l'USDT dominance, plus ça monte, moins c'est bullish pour le monde de la crypto-monnaie. D'un autre côté, plus cette charte descend et plus c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens se décorrèlent des stablecoins pour râler dans la crypto-monnaie. Ouais, pour le Bitcoin, comme si de rien n'était finalement. Tandis que pour les altcoins, sur Other, comme tu peux le voir, là aussi on repasse le bottom vraiment très dangereux, là tu vois, aux alentours des 220 milliards de dollars. Et donc... comme si de rien n'était, tu vois, on reprend un petit peu de force. Donc il faut prendre avec des pincettes ce que je vais te dire, mais il semblerait que pour l'instant, le marché soit en train de pricer un retour au calme. C'est complètement fou, c'est complètement dingue, mais écoute, c'est ce qu'on a devant les yeux, c'est factuel. Mais bon, parallèlement à ça, qui c'est qui était au paradis? C'était les market makers. Hein. En 24 heures, on s'est mangé encore 400 millions de dollars de personnes qui ont été laissées sur le côté. On est parti au sud, du coup on a liquidé 100 millions de shorts, et puis ensuite au nord on a récupéré 300 millions. Finalement les tensions sont en train de se calmer, donc on a toujours de la liquidité au nord, tu vois, énormément de liquidité vers les 110 000 dollars, ça ne bouge pas. Et dans un second temps, au sud, voilà, il faut quand même faire attention parce qu'il y a plein de personnes qui ont long, c'est plutôt curieux, tu vois, qui c'est qui aurait envie de long lorsque des missiles sont lancés sur une base militaire américaine, mais bon, on a quand même l'équivalent de 1500 bitcoins qui sont juste en dessous de nous en direction des 97 500 dollars. Donc écoute, il faudra surveiller ça de près, mais que veux-tu que je te dise, finalement la guerre elle est déjà terminée et Donald Trump il a annoncé que c'était l'heure de la paix. Et une bonne nouvelle dans tout ce baratin, on a le Texas qui, tu le sais, ça y est, a validé enfin sa réserve stratégique de Bitcoin. Ils sont prêts pour investir 10 millions de dollars dans le Bitcoin. Donc ça y est, ils vont commencer leur réserve stratégique, et puis c'est le début de quelque chose, c'est symbolique, c'est 10 millions de dollars, c'est pas énorme, mais tout de même, ça marque, boum, au coup de tampon, bienvenue au club, la course à l'armement du Bitcoin, c'est parti. Concernant les annonces économiques, même si ça aura pas énormément d'impact comparé à toutes les actualités de fou qu'on est en train de voir, on a du coup demain la déclaration de Powell, le président de la Fed, qui va prendre la parole, il va prendre le micro, et il va nous faire un concert à la Fed, il va nous annoncer potentiellement son opinion, l'opinion de la Fed vis-à-vis de l'économie américaine. Potentiellement, il pourrait avoir un discours un petit peu plus optimiste. Ça fait des mois qu'on l'attend. Pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Est-ce qu'avec ce climat, il essaierait pas de passer la pommade aux journalistes et aux investisseurs à travers le monde? Eh bien écoute, on espère ça de tout cœur. Et parallèlement à ça, on a aussi le PIB trimestriel américain qui va tomber jeudi. On suivra ça de près. Et du côté de l'inflation, pas grand chose à dire. On est toujours en hausse. Ok, on a une inflation à 2,14%. On l'avait repéré ensemble, rappelle-toi, on voyait des petits W
Suite à quoi on a fait un gros W qui nous a amené en direction des 2%. Forcément, ça peut être des conséquences de la politique tarifaire menée par Donald Trump. Et forcément, là, tu vois, on a fait un petit comeback sur la ligne de coût, ce dont on craignait, qu'on avait annoncé. Et là, c'est en train de repartir. On va suivre ça quand même de près. Ensuite, une nouvelle qui pourrait laisser présager que Jérôme Powell serait un petit peu plus doux comme un agneau, tu vois, lors de son discours, lorsqu'il va mettre son habit de lumière, c'est que la Fed est ouverte visiblement à une baisse des taux dès la réunion du FOMC de juillet si les pressions inflationnistes restent contenues. Donc j'ai envie de te dire, Jérôme Powell, dans tous les cas, le discours qu'il va devoir tenir, c'est un discours optimiste pour l'économie. Ça, c'est la première des choses. C'est une obligation maintenant. Il faut qu'il arrête de faire sa diva là. Et dans un second temps, il faut prier maintenant que les tensions s'apaisent du côté Amérique, du côté Iran, russe, que Donald Trump il se refasse copain avec Poutine. On sait qu'ils avaient une bonne relation dans le passé. C'est vraiment ce qu'on espère de tout cœur. Du côté de notre indicateur long terme holder supply sur le Bitcoin qui te montre l'investissement des investisseurs long terme, ce que tu peux voir, c'est que finalement on n'a pas eu grand chose en 24 heures. Voilà, c'est plutôt calme. On est en train d'avoir notre palier tant attendu. Pour l'instant, voilà, rien à déclarer. On n'a pas encore eu de vente drastique. Forcément, la publicité de la guerre, la publicité des tarifs douaniers, la publicité des performances dégueulasses ces derniers temps sur le monde de la crypto, ça n'attire pas les nouveaux. Et donc, les investisseurs long terme, ils savent pas à qui vendre, tu vois. Donc, rien à déclarer de ce point de vue-là. Ensuite, tu connais cet indicateur, on le regarde très souvent, Altcoin Season Index, qui te montre finalement la force ou la dominance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et ce que tu peux voir finalement, c'est que lorsque cette sinusoïdale, elle monte au-dessus des 75, donc cette ligne bleue supérieure là, c'est extrêmement bullish pour les altcoins. Alors, ils ont énormément de force par rapport au Bitcoin et c'est là que ça performe bien. Dans le sens inverse, lorsqu'on est en dessous de 25, on reste un certain temps, voilà, c'est là que les altcoins, ils souffrent un maximum. Malheureusement, ça fait plusieurs mois qu'on est en dessous des 25. Malheureusement, ça fait plusieurs mois. Et donc, si tu regardes dans l'histoire, tu peux voir, fun fact, comme te dit la crypto Mich NL, l'indicateur de Altcoin Season Index a atteint son plus bas niveau depuis 2 ans. Depuis 2 ans. On remonte l'historique 2 ans en arrière. On est au plus bas actuellement. On est aux alentours des 11, donc c'est complètement fou. Secondo, le niveau auquel on est actuellement, donc les 11, on l'avait atteint en juin 2019, en juin 2020, en juillet 2021, en juin 2022, en juin 23 et en juin 24. Uniquement dans des périodes où on était vraiment au plus bas. Des périodes où on était au plus bas. On parle de bear market, on parle vraiment de cataclysme. Et donc actuellement, on est dans cette période. On est dans cette période alors qu'on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 100 000 $. Donc, les amis, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise, on a vraiment eu un désintérêt sur le monde de la crypto. Et ça reflète bien aussi l'étude qu'on avait fait sur le fait que, voilà, on avait de moins en moins de nouveaux portefeuilles qui achetaient du Bitcoin. Ça laissait présager, par déduction, qu'il y avait de moins en moins de personnes qui rentraient sur le monde de la crypto. Mais le cours de Bitcoin a augmenté. On a une grosse divergence entre les nouveaux qui n'arrivent pas et le prix de Bitcoin qui augmente. Donc, en fait, le bull run qu'on a eu sur le Bitcoin, c'est factuel. Il a été créé à 90% réellement par les institutions, par les Michael Saylor, par les ETF, par les patins, les coups fins. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore investi dans Ethereum, dans les ETF, dans la crypto-monnaie, etc. Et donc, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Les nouveaux, à chaque fois qu'ils sont venus sur le marché, ils se sont fait casser la gueule. Les hausses qu'on a eues durant ce cycle, ça durait 1 mois et ensuite on repartait à la cave. Pour l'instant, c'est compliqué. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? C'est une question qu'on peut se poser. Ce que tu as sous tes yeux, c'est la même charte. Et ce que j'ai fait pour toi, que je te partage, c'est une étude du coup sur les précédentes corrections qu'on a eues en dessous des 25 pour voir l'intervalle qu'on pourrait avoir si ça continue, parce que ça ne sera pas indéfini, d'accord. Par le passé, si on s'inspire des performances précédentes, ce qu'on peut voir, c'est que avec toutes ces grosses corrections, donc j'ai pas pris les petits pics là, tu vois, qui venaient piquer en dessous des 25 et qui repartaient, j'ai vraiment pris les cataclysmes, hein. Donc ceux qu'on avait eu en 2019, ceux qu'on avait eu en 2021, bon. Et donc en moyenne, tu as 4,2 mois dans une période en dessous des 25. Et si tu prends la médiane, tu es à 4 mois. Et donc, on peut dire qu'on a commencé à repasser en dessous des 25 le 2 mars 2025 et on est approximativement à quasiment 4 mois. Quasiment 4 mois en dessous des 25. Alors, il faut se dire que du coup, dans le calcul, il y avait des périodes de 5 mois. Là, par exemple, en 2019, on avait 5 mois de douleur. Ici, on avait 3 mois, 5 mois. Et là, 3 mois. Bon, et là, actuellement, on est à 4 mois. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas encore 1 mois de souffrance avant de repartir? Peut-être qu'on ira encore plus loin. Peut-être qu'on va souffrir un petit peu plus longtemps. C'est pas impossible, d'accord? Tout est possible, surtout dans le monde de la crypto-monnaie, tu l'as compris. Mais à un moment donné, on va se retourner. À un moment donné, ça va se retourner. La Bitcoin dominance va lâcher un peu de lest.
Forcément, il faut que le contexte macro soit un petit peu plus avec nous. Mais bon, dans tous les cas, on commence à arriver vraiment dans une zone où ça fait un petit moment qu'on est extrêmement bas sur cet indicateur-là. Voilà la data factuelle que je peux te donner aujourd'hui. Ensuite, petite mise à jour concernant Ethereum qui, tu le sais, va passer sa mise à jour Fusaka dernier trimestre de 2025. On n'a pas encore la date exacte, ok, mais on parle de octobre, novembre, décembre. Et ça vient correspondre avec des petites choses qu'on analyse régulièrement, comme le top de Bitcoin qui se fait toujours entre le 34e et le 35e mois. Aussi d'autres petits indicateurs dont on a parlé sur Telegram hier. La mise à jour d'Ethereum devrait tomber dans cette période-là. En plus de quoi, tu le sais qu'on l'avait vu ensemble, hein, mais chaque mise à jour d'Ethereum a toujours eu un très gros impact sur le cours d'Ethereum, mais aussi sur le cours du marché. On parle de mise à jour qui du coup inverse la vapeur, on passe sur un pivot. Donc si on a une grosse tendance baissière, comme on l'a eu sur la dernière d'ailleurs, et bien là on repasse en tendance haussière. C'est un prétexte pour relancer la machine. Et dans le sens inverse, si on est hyper bullish, on passe la mise à jour, tout le monde se dit ouais c'est trop bien, patin coffin, boum, on va au sol. Donc il faudra suivre de près. Lorsqu'on aura la date exacte, on le mettra sur notre graphique des indicateurs à suivre de près. Ensuite, on a un petit post qui a été partagé par CZ. CZ, tu le sais, c'est le PDG de Binance qui a dit: souvenez-vous que par définition, tout ce qui se passe avant le prochain ATH est un creux. Donc voilà, il sous-entend que c'est une opportunité ce qu'on est en train de vivre. La question à se poser, qu'il a mis juste en dessous de son tweet, hein, voilà, qui est quand même notable, c'est voilà, y aura-t-il un prochain ATH? Et il a tout à fait raison de poser cette question. On essaie d'y travailler tous les jours. Seul un petit nombre de tokens seront forts et ils parviendront à rechercher une durabilité et un potentiel de croissance à long terme. Donc voilà, il répète ce qu'on se dit régulièrement où en fait il faut acheter des tokens si tu veux investir dans la crypto-monnaie qui ont une valeur, qui apportent réellement quelque chose d'un point de vue technologique, d'un point de vue des valeurs ajoutées, ils répondent à un réel besoin. C'est très important de voir ce genre de choses lorsque tu investis, parce que voilà, les toutous, les pingouins, c'est bien sympa, tu peux faire beaucoup d'argent rapidement, mais tu peux en perdre aussi très rapidement. L'argent facile n'existe toujours pas, et je pense que tu vois de quoi je parle. Donc on s'arrête là, mais on se retrouve demain à 5h du matin, n'oublie pas de t'abonner, il y a un petit like, ça coûte pas grand chose, mais c'est hyper important pour moi, je te remercie en tout cas. Si tu joues le jeu, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.